Bonjour les amis, et oui, aujourd'hui on va parler de Sony, on va parler de PS5, mais pas que de PS5. Vous allez voir, on va parler des différents sujets qui m'interpellent encore un petit peu sur l'univers de Sony et auxquels Sony n'a pas encore répondu ou partiellement seulement. Alors attention, ce n'est pas du tout une vidéo anti-Sony, comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai ni Dieu ni maître, c'est-à-dire que moi j'apprécie tous les univers, j'ai une Switch, j'ai une PS5, j'avais une PS4 Pro avant et toutes les PlayStation, j'ai une Xbox Series X et je suis très content de toutes ces machines, mais on est en droit de se poser des questions techniques et après tout, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A tout de suite. Alors avant d'entamer cette vidéo, on va rapidement parler de Xbox et de ZeniMax, ou Bethesda si vous préférez, ID Software, c'est-à-dire qu'ils ont prévu, ils sont tellement confiants dans le mariage qui va devoir normalement s'opérer, si tout va bien, que fin mars, ils vont faire une présentation de leur collaboration, de ce qu'ils vont mettre finalement dans le Game Pass, et surtout ce qu'ils vont faire pour les jeux, est-ce qu'ils vont les sortir en exclusivité temporaire, ou simplement ils vont les sortir également sur les autres plateformes, on pense tous bien entendu à Nintendo, mais surtout à PlayStation. Donc on en saura plus fin mars, et j'ai hâte que la lumière soit faite sur tout ça, et que les spéculations tombent, et qu'on voit enfin réellement ce qui va se passer. Côté PS5, on va commencer avec la DualSense. Bon, vous avez vu les problèmes, il n'y a pas besoin de les décrire à nouveau. iFixit, c'est un site spécialisé à démonter la manette pour démontrer les problèmes qu'il y avait, en particulier entre guillemets d'obsolescence peut-être programmée. Je n'y crois pas trop, mais enfin on peut en parler. Mais en tout cas, effectivement, de matériaux qui sont, on va dire, assez anciens et donc qui techniquement tiendraient moins dans la durée que si on avait mis des matériaux nouveaux et une conception nouvelle sur cette manette, qui est pourtant une manette de conception, on va dire, assez originale. Alors premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que ça touche pas que PlayStation, ce problème-là, ça touche toutes les manettes, toutes les marques. Nintendo, on le sait, avec la Switch, mais aussi Xbox, il y a eu des problèmes de drift sur les joypads sur la Xbox et sur la Xbox One et la Xbox One Elite, la manette Xbox One et Xbox One Elite, et bien entendu, probablement qu'il y en aura peut-être, je l'espère pas, mais sur la manette actuelle. En fait, c'est un problème, de conception. Alors je vais faire un peu l'avocat de toutes ces marques, et ensuite je ferai le procureur. L'avocat pour dire quoi ? Eh bien que si on regarde par exemple la spécification qui a été faite sur la DualSense, c'est 500 000 actions sur les joypads avant qu'ils soient usés, ou 2 millions sur les boutons. 2 millions d'actions sur les boutons. 500 000 actions sur le joypad. Alors je vous rappelle, les joypads, c'est des potentiomètres, des résistances variables qui vont tourner sur des pistes semi-circulaires, et voilà, vous allez actionner pour avancer, reculer, etc. etc. Et donc avec des ressorts de rappel pour remettre bien entendu en position initiale les joypads. Donc qu'est-ce qui se passe d'après le site iFixit qui a fait une étude assez précise? Eh bien il y a plusieurs problèmes. Le premier problème pourrait venir de cette piste qui va s'user bien entendu à force de glisser dessus. L'autre problème ce serait des micro-poussières parce qu'il y a des matériaux qui vont se dégrader dans le temps et qui se poseraient sur cette piste, qui pourraient donc faire qu'on ne puisse plus avoir ce contact comme il faut. D'autres problèmes ce serait sur les ressorts de rappel qui à force se détendraient et donc ne ramèneraient pas le joypad en position initiale. Et donc il y a plusieurs problèmes comme ça, et ils disent tout ça c'est prévisible parce que voilà, vu les matériaux utilisés qui sont assez anciens, eh bien ça ne peut qu'arriver. Alors ils ont compté le nombre d'heures d'utilisation, si on utilisait 2 heures par jour en particulier, ils ont compté que ce serait à peu près 400 heures, un peu plus de 400 heures, donc ça ferait 200 jours d'utilisation sur Call of Duty avant d'avoir un risque de problème. Donc, en étant, je répète, avocat pour les marques, je vais faire un peu l'avocat pour ces marques, premièrement, il faut comprendre que déjà 500 000 actions, c'est quand même assez énorme, il faut le reconnaître. Alors 500 000 actions, je vous précise, c'est une qualification. Qu'est-ce que c'est une qualification? C'est que normalement, si les choses se sont bien passées, je le précise, ils garantissent que majoritairement, pour le plus grand nombre des manettes, ce sera au minimum 500 000, mais ça peut être beaucoup plus, ça peut être 1 million d'actions. C'est-à-dire que c'est un chiffre, c'est un objectif qu'ils se sont donné lors de la qualification des joypads pour tenir ça sur tous les joypads. 500 000 actions. C'est un peu comme la qualification, je vous en ai parlé déjà, des process, la qualification des produits, où on fait de l'HTOL, ça veut dire de l'Operating Life Test, c'est-à-dire on va mettre à 125 degrés les puces, on va les faire tourner avec des patterns de test, de façon à accélérer la durée de vie du produit pour simuler une durée de vie, par exemple, de 10 000, 20 000 heures ou 30 000 heures. On fait tourner donc ces pièces à 125 degrés,
pendant 1000 heures et ça va simuler 20 000 heures par exemple de vie de produit. Et bien c'est exactement pareil, tout le monde fait d'ailleurs de la qualification. Regardez Ikea, je me rappelle de Ikea avec leur siège où il y avait un piston qui venait enfoncer le dossier du siège pendant 10 000 fois, 20 000 fois. On voyait ça dans les magasins Ikea, c'était une sorte de qualification pour montrer que leur siège tenait pendant 10 000 ou 20 000 assises sans aucun problème. Donc là c'est la même chose, ils ont fait une qualification sur un certain nombre de joypads pour montrer que ça tenait au minimum 500 000 actions, mais ça peut tenir 700 000, 800 000, 1 million ou 1,5 million. Par contre, effectivement, si ça ne tient que 500 000 et que vous jouez beaucoup à Call of Duty, comme l'a montré le site iFixit, eh bien, au bout de 200 et quelques jours, effectivement, votre manette peut tomber en panne. Donc ça, c'est le côté un peu défense. L'autre côté défense aussi, c'est que elles coûtent 60 € les manettes. Elles ne coûtent pas 100, 120 ou 130 €, parce qu'ils parlent effectivement de matériaux qui ne sont pas, on va dire, qui sont assez pauvres et finalement pas chers, c'est ce qu'ils veulent dire. Alors, écoutez, la PS5, il faut bien voir, ou la Xbox Series X, ou la Switch, mais surtout la PS5 ou la Xbox Series X, il faut voir que c'est un peu comme au restaurant. Vous allez me dire quel rapport? Quand vous allez à midi au restaurant, vous avez un repas entrée, plat, dessert pour 15 €. Grosso modo, le restaurateur, il ne se fait pas beaucoup de marge dessus pour dire même qu'il peut perdre sur son repas un peu d'argent. Mais c'est pour attirer le client. PS5 ou Xbox Series X sont vendus à perte. Mais hormis les jeux et les services, il se rattrape sur quoi? On va dire le restaurateur, il se rattrape sur les services annexes, c'est-à-dire par exemple l'alcool, en particulier le vin ou l'apéritif, le café à la fin, etc. etc. C'est sur des choses annexes qu'il va se rattraper. C'est exactement pareil pour la PS5, pour PlayStation et pour Xbox, c'est-à-dire ils vont se rattraper aussi sur des accessoires. Donc effectivement les accessoires, on va les payer 60 €, mais s'ils veulent gagner un peu d'argent dessus, évidemment il faut qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Donc les matériaux utilisés effectivement ne sont pas de grande qualité. Si on veut effectivement côté consommateur avoir des choses qui soient plus robustes, il faut en payer le prix. Et voilà, et ça, on n'est pas prêt de le faire. Alors vous allez me dire 60 € pour une manette, c'est cher, peut-être, peut-être pas. Voilà, je veux dire, quand vous payez un casque audio, par exemple, vous avez un casque audio à 60 € et il y a des casques audio qui coûtent 300, 400, 1000 €. Et oui, les Bose, par exemple, peuvent coûter très très cher. Et pourtant, c'est de la grande qualité. Donc, il faut voir ce qu'on est prêt à mettre pour avoir des manettes qui tiendraient plus longtemps dans le temps. Ça, c'est le côté défense. Côté procureur, on peut dire, est-ce que finalement, c'est pas un peu de l'obsolescence quand même programmée pour nous faire racheter des accessoires qui leur apportent de l'argent? Et est-ce que finalement, surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a eu le problème, c'est Switch, le problème très important du Joy-Con, on en a entendu parler énormément, ça date quand même de quelques années, et donc finalement, est-ce que Sony et Xbox, on verra pour la manette Xbox, mais Sony n'aurait pas pu s'en inspirer pour sa DualSense et se dire quand même peut-être il faut qu'on se prémunisse de ça en sortant une manette qui soit un peu plus robuste, puisque Switch a eu ce problème, nous on ne veut pas l'avoir. Parce que forcément, d'après moi, Sony, avec ça, ça va leur traîner, ça va être un boulet derrière eux, et ça va continuer tout le long de la vie de la PS5, de la DualSense, malheureusement, alors que c'est une manette, quand même, qui est juste excellente en termes de technologie, même d'ailleurs, Phil Spencer l'a reconnu. C'est un peu dommage qu'elle soit entachée de ce problème-là. Le deuxième, on va dire, problème que je voulais soulever, qui n'est pas vraiment un problème, mais plus une interrogation, c'est sur le XH90 téléviseur et sur la PS5, c'est-à-dire le firmware qui doit arriver sur ces deux appareils pour mettre à jour le VRR et le ALLM. VRR, Variable Refresh Rate, je vous rappelle, ALLM, c'est le Auto Low Latency Mode. Ces deux items ne sont ni sur la PS5, ni sur la XH90, les téléviseurs XH90 pour le moment. Et je m'étonne car je vous rappelle que le XH90 téléviseur, ça date de 5 mois, il est sorti mi-septembre, et il n'y a aucune update pour l'instant firmware qui est sortie avec quelque chose qui est intégré normalement dans la norme HDMI 2.1 et qui est arrivé dès zéro, day one, on va dire, dès que les téléviseurs sont sortis, sur LG NanoCell, LG OLED, Samsung, mais aussi TCL, par exemple le R635, le téléviseur, vous savez, entrée de gamme que j'ai parlé, à moins de 900 €, à moins de 1000 €, excusez-moi, le 65 pouces, avec une dalle 120 Hz, QLED, et puis toutes les options, dont le VRR et le ALM, et bien entendu, la suite qui va arriver sur tous les téléviseurs, ça va arriver day one sur tous les téléviseurs, même sur les futurs d'ailleurs Sony, je suis sûr que ça arrivera dès qu'ils sortiront, ils auront des dalles 120 Hz, les futurs Sony, et ils auront ces deux items, et le XH90, non.
au bout de 5 mois. Alors oui, je sais, il y a eu un carton jaune, que j'avais fait une émission carton jaune là-dessus d'ailleurs, et juste après, il y avait d'ailleurs Pepe Ward qui avait téléphoné, alors c'était pas dû à mon émission, hein, c'était dû simplement à on va dire, la rumeur grandissante, comme quoi il n'y aurait pas d'update sur le XH90 téléviseur sur ces deux items, et donc Pepe Ward avait téléphoné à Sony France, et Sony France a dit, si, ça va arriver dans un futur firmware. Ok. D'ailleurs, il y a un futur firmware aussi sur la PS5 qui va arriver en mars, et peut-être qu'ils vont rajouter justement ces deux items. Peut-être. Mais je m'interroge quand même sur la difficulté qu'ils ont à rajouter ces items qui sont, je vous dis, normalement inclus dans le HDMI 2.1, dans la norme HDMI 2.1. C'est pour ça, c'est une vraie interrogation technique. Ce n'est pas un reproche, mais est-ce qu'ils n'ont pas finalement un problème technique, puisque je vous rappelle, XH90 PS5, Sony, en plus ils ont travaillé en collaboration, est-ce qu'ils n'ont pas inclus, on va dire, tout ce qui est le même type de logiciel et même hardware pour les HDMI 2.1 et qui aura un écueil pour mettre le ALLM et le VRR sur le XH90 et sur la PS5. Alors je tiens à rassurer les possesseurs de XH90, c'est un très bon téléviseur, je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est un très bon LCD gaming, ready for PS5, mais justement, voilà, il manque ces deux items qui ne sont pas indispensables, attention, hein, moi personnellement, le VRR, par exemple, vous savez que pendant longtemps j'ai joué avec la PS4 Pro sur mon Sony, il n'y avait pas de VRR et j'ai jamais eu de problème. On a d'ailleurs vu Digital Foundry qui a essayé la PS5, d'autres qui ont essayé le XH90 et personne n'a parlé d'un problème de déchirure d'écran parce qu'il y avait un problème sur le rafraîchissement, le rate rafraîchissement durant le jeu. C'est important de le souligner, c'est-à-dire que c'est pas, on va dire, indispensable, loin de là. C'est un item supplémentaire, comme le Auto Low Latency Mode. Si vous n'avez pas cet item-là, ça n'est pas grave, parce que si vous êtes en entrée sur une HDMI 2.1 et que vous la configurez dans le XH90 en mode jeu, eh bien vous êtes d'office avec les temps de latence et les temps de réponse minimum pour les jeux sur votre console. Donc ce n'est pas un problème. Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'en parle? J'en parle parce que ça a été quand même vendu avec. C'est un peu comme si vous achetiez une voiture, que vous aviez par exemple le contrôle de la radio, le volume de la radio au volant, et que vous aviez par exemple le régulateur de vitesse qui devait être incorporé, et que vous n'avez pas ces deux items. Même si vous les utilisez pas, vous avez quand même quelque part payé pour, et puis vous avez acheté cette voiture pour ça. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi, au bout de 5 mois pour le téléviseur, au bout de 3 mois pour la PS5, ce n'est toujours pas intégré. Et la dernière question qui m'interpelle, c'est sur la GDDR6. Rappelez-vous, Gamers Nexus, et oui, il y a un site spécialisé, a sorti une vidéo où il a mesuré en température et il a mesuré qu'une partie de la mémoire GDDR6 de la PS5 montait à 92-93 degrés, alors que l'autre partie était plutôt à 60 degrés. Et le problème, c'est qu'effectivement, on dit que cette mémoire est fonctionnelle jusqu'à 105-110 degrés et pas plus. Et donc, il s'est posé la question, puisque lui, il était dans une pièce à 23 degrés, qu'est-ce qui se passerait si on passait dans une pièce à 33 degrés, par exemple, en Méditerranée, l'été ou je ne sais où. Donc c'est une question assez intéressante. Alors il y a eu d'autres mesures qui ont été faites sur la RTX 3080 par exemple avec la GDDR6X de Micron, toujours Micron, hein, et où effectivement les mémoires sont montées jusqu'à 102, 104 degrés et elles étaient encore fonctionnelles. Donc déjà ça veut dire quand même qu'on a, on va dire, une marge plus ou moins grande de fonctionnalité. Alors j'ai lu qu'elle pouvait être détruite à 115 degrés, la mémoire, je m'en étonne par contre énormément puisque je vous dis, on fait beaucoup d'HTOL en particulier, donc on fait fonctionner la pièce, hein, en alimentation, AVDD max, tout ce qui est alimentation max, c'est-à-dire au maximum de la spécification, 125 degrés, elle tourne les pièces, toutes les pièces, hein, donc on teste généralement à 125 degrés pour l'Operating Live Test, et donc elle ne claque pas. Donc je m'étonne qu'une puce puisse claquer à 120 degrés, mais ma foi, c'est ce qui a été dit. Je vous répète, je m'en étonne quand même beaucoup. Mais en tout cas, elle peut ne pas devenir fonctionnelle. Ça, oui, c'est possible qu'elle soit non fonctionnelle à 120 degrés. Et surtout, le problème pour moi, c'est qu'effectivement, si vous êtes à 110 degrés, par exemple, ou 120 degrés, vous faites de l'HTOL, finalement, soit dans votre PC, soit dans votre console, c'est-à-dire que vous faites une accélération de durée de vie naturellement, c'est-à-dire que vous réduisez la durée de vie du composant. Plus il fonctionne à une température haute, plus sa durée de vie va être réduite. Après, attention, il y a des mémoires qui peuvent durer 20 ou 30 ans, et donc là, vous allez réduire à 10 ans. Mais c'est pas la mémoire, même qui va claquer, ce sera peut-être d'autres composants. C'est là la question. Là où je m'étonne, et donc j'aimerais avoir des informations de votre part, parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui s'intéressent beaucoup à la technique aussi, c'est que je n'ai aucune information là-dessus. C'est-à-dire que ni Sony n'a absolument pas communiqué là-dessus, ni un quelconque autre site n'a essayé pour confirmer ou infirmer ce qu'a dit Gamers Nexus.
Et je m'en étonne, je me dis, attendez, il a entre guillemets soulevé un loup, on peut le dire quand même si ce n'est pas grave justement, ou si c'est grave, et personne ne s'intéresse à ça, c'est assez étonnant, il faut bien le reconnaître, et c'est donc une vraie interrogation sur la durée de vie de ces mémoires. Alors je vous rassure, je vous répète, elles vont durer quand même très longtemps. Normalement, c'est garanti pour durer des dizaines de milliers d'heures, hein, en l'occurrence. Certes, si elles marchent à 93 degrés, elles dureront peut-être un peu moins longtemps que celles qui marchent à 65 degrés, mais je pense que ce n'est pas les premiers composants qui risquent de claquer. Par exemple, les composants SSD peuvent être peut-être plus fragiles. C'est une hypothèse, hein, ce n'est pas vérifié. Là où on peut se poser des questions, c'est effectivement, est-ce que dans un environnement un peu plus chaud, elles fonctionneront toujours? Est-ce qu'on n'aura pas des crashs, par exemple, intempestifs de la PS5? Voilà, donc c'est les quelques sujets que je voulais ramener un peu devant la scène pour voir si dans le futur on aura des réponses et ainsi pouvoir y revenir, pour voir sur le XH90 et la PS5 s'il va y avoir le firmware qui va updater le VRR et puis l'auto low latency mode par exemple, et puis bien entendu voir comment va se dérouler le problème de la DualSense dans l'avenir. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.